Quand on lance une startup, on est confronté à des décisions qui sont très importantes, voire même cruciales. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec vous quelles sont mes recommandations sur ces petites décisions qui peuvent avoir un impact énorme sur votre projet. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et dans mon travail, je rencontre beaucoup de nouvelles startups qui viennent me voir, souvent avec des difficultés avec leurs équipes techniques. Alors, il faut savoir que la plupart des difficultés que l'on rencontre quand on a une équipe technique, de communication, etc., vont finalement venir de toutes petites décisions qui auront été prises en début de projet, mais qui vont avoir un impact très important, voire colossal, sur le projet. Avec l'épisode d'aujourd'hui, je vais revoir un peu les décisions essentielles que l'on a besoin de prendre quand on est un fondateur et qu'il va falloir prendre de manière avisée, on va dire. La première d'ailleurs concerne le financement. Est-ce que quand on lance une startup, on a besoin d'aller chercher les financements? Alors, évidemment, si vous avez votre background, si vos compétences sont dans la finance, ou vous avez peut-être un MBA, etc., eh bien, dans ce cas-là, prenez de l'énergie et allez chercher peut-être 10, 20 000 euros pour lancer votre startup. Personnellement, vu que je n'ai pas ce type de background, je préfère plutôt essayer d'apporter un service, et par service, même un service potentiellement humain, à nos clients, aux prospects, à ceux qui vont utiliser notre application, et faire typiquement manuellement ce que l'application va faire ensuite automatiquement. Et chercher à automatiser tout ce processus-là. Évidemment, tout dépend de votre background, de votre profil, etc. En tout cas, ne faites pas de gros investissements dès le départ, parce que si vous êtes une startup, vous êtes par définition un projet qui est risqué, vous ne savez pas, vous pouvez avoir une conviction intérieure qui vous dit oui, je sais que mon projet va fonctionner, sauf que vous pouvez être biaisé par votre projet, par votre passion aussi, et c'est pour ça qu'il est important de ne pas investir beaucoup au début, mais juste de faire un premier prototype. Mais avant même le prototype, c'est encore mieux de faire d'abord un peu de service pour s'assurer que si vous fournissez ce que va faire votre application, les gens sont prêts à payer pour ce service-là. Car la plupart du temps, on est capable de lancer une startup sans faire des développements complexes. Ça, c'était le premier point sur la partie levée de fonds, sur la partie récupérer du financement. Deuxième question, est-ce que oui ou non, nous devons lancer notre startup avec une équipe en interne? Typiquement, est-ce que l'on doit embaucher un développeur pour démarrer? Alors, ça, c'est extrêmement difficile pour deux raisons. D'abord, c'est très compliqué de savoir qui embaucher, avec quel niveau de compétence et sur quelle technologie, sur quel domaine, puisque typiquement, on peut avoir plusieurs phases. On peut démarrer avec du no-code, après passer sur du vrai code, etc. Et les technologies vont changer. Deuxièmement, parce que c'est très lent. Recruter une personne, avoir la bonne personne, c'est une personne déjà qui va travailler. La plupart du temps, on ne va pas recruter 2-3 personnes dès le début, surtout pas pour un prototype ou un MVP, un produit minimum viable. Donc, il va être compliqué de recruter dès le début. Et c'est aussi une question de chance pour trouver la personne qui aura exactement les bonnes compétences dont votre projet réellement, que votre projet nécessite. Donc, la bonne option, si vous voulez quand même avancer avec des ressources en interne, c'est de vous faire accompagner par des personnes externes, des CTO externes ou des coachs, un peu comme nous, par exemple. On peut le faire, on peut vous aider. Mais dans ce cas-là, il faudra faire attention parce que si vous avancez avec des juniors ou voire même avec des stagiaires, c'est peut-être très compliqué parce qu'un stagiaire est quand même là pour apprendre de seniors. Et si vous n'en avez pas, il y a un problème dans l'équation. Dans ce cas-là, il va falloir de toute façon amener des seniors, de la seniorité dans l'équipe technique. Si vous l'avez pas, il faut avoir des CTO externes, il faut avoir des développeurs seniors qui seront là potentiellement pour coacher peut-être quelques heures par semaine le développeur pour s'assurer qu'il avance dans la bonne direction et qu'il prend, encore une fois, les bonnes décisions. Maintenant, prochaine question, c'est est-ce que oui ou non, nous devons avancer avec du code ou avec du no-code? Alors, encore une fois, il n'y a pas de réponse générique qui convienne à tous les projets. Tout va dépendre de votre budget, tout va dépendre de la complexité de ce que vous voulez créer, du type d'application, si ça s'agit d'une application web ou une application mobile, etc. Et la plupart du cas, du temps, il va falloir faire une analyse précise de qu'est-ce que vous voulez réellement créer pour la première phase de votre projet. Et pour ça, il va falloir un avis éclairé, j'ai envie de dire senior,
et objectif de quelqu'un qui ne sera pas trop impliqué dans le projet. Typiquement, c'est ce à quoi MyCTO Friend est aussi dédié à vous aider à prendre des bonnes décisions. 4. Technologie. C'est aussi un vrai choix de savoir sur quelle technologie nous devons nous baser. Et c'est pas qu'une question de code ou no code, il va falloir rentrer un peu plus en détail. Est-ce que on va parler de tel langage, de Java, de Python, etc. Ou est-ce que on va passer sur tel ou tel framework, par exemple, puisqu'il y a des frameworks qui permettent de développer très très rapidement, tout comme en no-code, on peut aussi faire du développement très rapide avec du vrai code. Mais si généralement on utilise un framework qui est extrêmement rapide, eh bien il va venir avec ses limitations, avec ses contraintes. C'est comme un template d'application. Il vient avec l'enveloppe globale et il ne va pas forcément pouvoir tout faire avec. Donc il faut prendre un peu de recul sur ce que l'on veut faire et les contraintes qu'on est prêt à accepter. Et c'est exactement la même chose pour ce qui est du no-code. En no-code, il y a des tonnes d'outils. Certains permettent de créer une application en peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Mais plus ils vont être rapides, plus ils vont venir avec leurs contraintes et avec un besoin d'expertise précis sur cet outil-là. Donc aussi avec certaines limitations. Donc en fonction de votre projet, il va falloir prendre la bonne décision. Et encore une fois, c'est bien de la prendre de manière éclairée. Ensuite, prochaine décision à prendre, c'est est-ce que j'ai besoin d'un développeur ou d'un CTO au final? Alors, qu'on soit très clair, vous avez besoin d'un développeur. 90% du boulot sera de développer l'application. Et un vrai CTO ne sera pas suffisamment efficace à développer l'application. Un bon CTO est capable de déléguer le développement de l'application, mais pas de la coder par lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas de CTO et qu'on n'a pas peut-être pensez peut-être pas avoir forcément les moyens de vous payer un CTO. Dans ce cas-là, il y a de grandes chances que vous embauchiez le mauvais développeur avec potentiellement les mauvaises compétences ou sur la mauvaise technologie ou potentiellement avec le mauvais état d'esprit. C'est aussi extrêmement important. C'est pour ça que une mauvaise décision à ce moment-là peut être responsable du conflit et souvent des conflits que l'on retrouve dans les startups, voire même de l'échec complet du projet. Donc, il est intéressant et important de se faire aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu potentiellement au début, pour sélectionner au moins les bonnes personnes avec qui travailler. Et en fonction de la seniorité des personnes avec qui vous travaillez et de leur objectivité et de l'empathie qu'ils auront en fonction de vous, de votre projet, eh ben le CTO devra rester dans la boucle ou alors potentiellement pourra un petit peu se retirer. Maintenant, dernière question, question économie, question est-ce que oui ou non je devrais considérer utiliser l'offshoring, autrement dit déléguer et outsourcer le développement de mon application de l'autre côté du monde pour faire des économies. Alors, l'offshoring est très intéressant puisque ça permet de faire des grosses économies, et particulièrement quand on pense au taux horaire. Maintenant, il y a quand même deux autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte, c'est que vous allez payer d'une autre manière, vous allez payer par votre temps, pour essayer de vous faire comprendre et puis compenser en réalité la différence de culture que vous allez avoir entre vous et peut-être quelqu'un qui va être en Asie par exemple. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir beaucoup plus détailler puisque comme ces personnes-là auront une culture différente, eh ben, ils n'auront pas forcément la même compréhension de votre marché, la même compréhension de ce que vous attendez en tant que client. Et ça va être du temps et du temps d'investi, de payer, c'est comme ça que vous allez compenser l'économie que vous ferez au niveau horaire. Après, le niveau technique, on peut trouver des gens extrêmement forts de partout dans le monde, comme on peut trouver des gens extrêmement nuls de partout dans le monde. C'est plus difficile d'évaluer évidemment le niveau technique de quelqu'un qui ne parle pas la même langue, etc. Donc c'est aussi intéressant de se faire aider pour savoir avec qui travailler, avec qui c'est pertinent de travailler. Faire de l'offshoring, c'est possible, mais souvent, ça quand même nécessite un CTO expérimenté ou un chef de projet technique expérimenté. Et dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un qui va avoir la double culture. C'est top d'avoir, par exemple, une société, un client, une startup française, par exemple, et une société n'importe où en Asie, et d'avoir quelqu'un qui est d'origine du pays dans lequel vous avez peut-être votre société avec qui vous allez travailler, mais qui vit en France, ou vice-versa, quelqu'un de français qui, par exemple, je sais pas, s'est expatrié en Thaïlande ou dans n'importe quel pays d'Asie et qui va connaître la culture locale et donc qui sera capable de vraiment comprendre comment les gens fonctionnent et réfléchir comme eux et pouvoir parler et communiquer avec leurs propres habitudes. Donc en conclusion, si vous voulez lancer une startup, c'est top. Est-ce que vous vous posez la question, peut-être vous posez la question si oui ou non vous nécessitez un CTO pour prendre ces premières décisions.
Clairement, vous avez besoin d'aide pour prendre les bonnes décisions dès le début, tout simplement parce que ces décisions-là vont avoir un impact immense sur votre projet. Que ce soit sur le choix de l'agence, sur le choix du développeur, sur le choix de la technologie, ça a un impact qui est juste colossal sur la réussite de votre projet. En fonction de ces petites décisions-là, vous allez pouvoir ensuite développer, avancer, potentiellement même sans CTO ou potentiellement avec des agences qui seront suffisamment matures et empathiques pour pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions, les futures décisions pour votre projet. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.